« 1993, rue Ordener, 18e arrondissement de Paris. L'inscription qui orne cette façade ressemble à celle d'un monument aux morts, comme si ceux qui demeurent dans ce lieu étrange étaient déjà avalés par le temps et l'oubli. Mais Aline Gagnière, qui vit ici, est bien vivante. Et si notre siècle l'a méconnue jusqu'à présent, elle oppose à cette méconnaissance une résistance silencieuse. Elle pourrait avoir pour devise « Incognito ergo sum », elle qui n'a pas encore été reconnue à sa juste valeur, bien que née en 1911 et créant depuis bientôt 70 ans une œuvre riche et fascinante. Peu vendue car peu exposée, elle se tient à l'écart du monde, dans la solitude, et ce mot lui convient puisqu'il commence par une note de musique et finit comme étude. Vous avez commencé à peindre à quel âge? À 15 ans, je pense, j'ai toujours dessiné. Au grand désarroi de ma mère, qui trouvait ça complètement absurde et ridicule. Mais il n'empêche que dès que j'avais un bout de papier, un bout de crayon, j'ai toujours dessiné. Et puis un jour, j'ai fait de la peinture. Vous n'avez pas de pris de cours aux Beaux-Arts, de choses comme ça? Oh non, moi j'ai travaillé avec des peintres. Oui. J'ai d'abord commencé à dessiner toute seule, puis après j'ai fait la connaissance de peintres et j'ai travaillé avec des peintres. Mais je suis jamais passée par l'école des Beaux-Arts. Quand j'étais jeune, je faisais de la peinture onirique et on m'a dit un beau jour que c'était surréaliste. Et comme je ne connaissais pas le surréalisme, tout de suite je me suis dépêchée de savoir ce qu'était le surréalisme. Et en effet, ça ressemblait beaucoup au surréalisme. Alors on m'a mis un petit écriteau dans le dos à ce moment-là, surréaliste. C'était à quelle époque? Bon, c'était avant la guerre. C'était en 38, quelque chose comme ça. J'ai même exposé avec les surréalistes. Labisse, Max Ernst, j'ai rencontré Max Ernst aussi. Enfin, je les ai rencontrés presque tous, hein, en vérité. Mais j'ai jamais fait partie du groupe surréaliste. Moi, j'ai fait partie d'un groupe surréaliste révolutionnaire. Nous, on trouvait déjà que Breton était encrouté. Enfin, il faut bien s'amuser quand on est jeune. Et c'est pas mal de remuer les gens. Ce qui n'a pas remué grand-chose, parce qu'il y a toujours des surréalistes qui croient aux mêmes formules et qui continuent dans le même système. Moi, il y a longtemps que j'ai dépassé tout ça. Mais enfin, c'est amusant d'avoir une étiquette à un moment, mais pas pour longtemps. Puis un beau jour, j'en ai eu assez, j'ai fait des tableaux objets. Les tableaux généralement de colère et des morceaux de verre, des clous, des trucs trouvés par terre, dans les poubelles. Oui, j'en ai fait une série. Après les objets de colère, les tableaux objets, j'ai fait les tableaux chiffons qui sont encore, alors eux, des actes d'exorcisme. On en voit un là. Oui, et c'est-à-dire aussi de la colère. C'est-à-dire, bon oui, j'ai représenté ce qui m'entourait. En le froissant, en le chiffonnant, c'est ça? En le froissant, en le chiffonnant, en mettant des clous, en mettant de la colle, en montrant aux gens leur vrai portrait, leur vraie gueule. Ce qui était drôle quand j'ai fait ces tableaux chiffons, c'est parce que les reliefs sont durs et en vérité sont faits en chiffon. Alors il y avait aussi le jeu de rendre dur des choses molles comme le chiffon. Ça, c'était aussi une façon de jouer avec les choses.
Aline Gagnaire fait également partie d'un mouvement artistique rattaché à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, créé au début des années 60 par un petit groupe d'écrivains que vint rejoindre plus tard le génial Georges Perec. La littérature potentielle produit des œuvres bâties sur des contraintes extrêmement rigoureuses. L'hypogramme, écrit en omettant une ou plusieurs lettres, vers euryphalique comprenant des mots au nombre de lettres décroissant ou croissant, palindrome se lisant à l'endroit ou à l'envers, ou quantité d'autres règles. Loin d'être gratuites ou vaines, ces contraintes obligent l'écrivain à effectuer une incroyable gymnastique littéraire, productrice de tournures et d'inventions inédites qu'on chercherait en vain dans un texte ordinaire. Des peintres, dont Aline Gagnaire, ont imaginé eux aussi de s'imposer librement des contraintes. Ils ont créé Loupimpo. Loupimpo est un petit groupe qui a été créé sur une idée de François Le Lyonnais et de Raymond Queneau à l'origine, qui avait imaginé un groupe d'études pour la littérature. C'était l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Et François Le Lyonnais, qui était mathématicien, avait immédiatement généralisé l'idée de l'Oulipo et formulé la notion d'un OUXPO, X étant l'inconnu, susceptible d'être remplacé par toute valeur, toute donnée. Alors ça, c'est donc justement une création d'Aline dans le cadre de Loupimpo. C'est donc, ça s'appelle... On l'a appelé un polyptychon parce que c'est comme un polyptyque, il y a des quantités de volets. Alors expliquez-nous. Là, par exemple, Eh bien, vous êtes en train de désigner un buste de femme, une tête de voilà, femme. il y a une tête. Simplement, si on tourne ces petits volets, puisque les panneaux sont divisés en trois, on peut tourner les petits volets, eh bien, la tête disparaît, la scène a changé, mais néanmoins, vous voyez que les lignes se continuent toujours par rapport à celles qui, elles, n'ont pas changé. Et en l'occurrence, ce qui était une tête est devenu un vide entre le bras d'un personnage et puis d'autres formes. Et alors cette œuvre comporte ainsi plein de petits volets. Plein de petits volets que l'on peut faire tourner l'un ou l'autre, une fois, une autre fois, les pieds changent, les formes évoluent, là et tout d'un coup il y a un personnage qui apparaît la tête en bas, on peut faire tourner seul du milieu, donc c'est les corps qui vont bouger, ou au niveau des têtes. Alors, il y a un petit principe qui est assez traditionnel de faire ça avec juste trois volets d'un côté, c'est un petit jeu d'enfant qui est assez répandu, mais Aline avait inventé donc une surface beaucoup plus grande qui, au lieu d'avoir juste trois petits volets qui tournent, se déplie en accordéon, et donc beaucoup plus complexe, et possède quantité de solutions, j'en avais calculé plus de 200 différentes, et dans toutes les positions, à chaque fois, on voit que les lignes se perpétuent d'un volet sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des points de passage obligés sur toutes les lignes, toutes les fentes, là, sur toutes les séparations entre les volets, et le tableau est ainsi construit finalement en fonction de points qui sont repérés et par lesquels les lignes passent obligatoirement. Alors Aline, ça c'est un pictogramme. Je fais ça comme des pages d'écriture. Le jour où je fais des pictogrammes, c'est que j'ai envie de fuir et au lieu d'écrire un poème, je fais une page de pictogramme. C'est un problème qui se passe entre la main et la tête sans réflexion, comme le système zen. Il n'y a aucune pensée au moment, c'est le vide et c'est la main qui fonctionne. Ça se fait en dehors de moi. C'est pas moi qui fais, ça se fait. Oh, c'est toute la peinture réussie, c'est comme ça que ça marche.
Vous dites que toutes ces différentes périodes, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces périodes? L'homme, la recherche de la connaissance de l'homme et du rapport qu'on a avec lui. Enfin, l'homme, pour moi, c'est souvent la tête, parce que je pense que la tête, c'est là où se passent toutes les choses. Hein. Bon, vous allez me voir travailler, mais en vérité, c'est pas comme ça que je travaille. Et je ne peux faire qu'une chose très approximative. Je vais vous faire un beau portrait d'une jolie dame. Une jolie dame, comme s'il existait des jolies dames. Je vais mettre un petit peu. Voilà une jolie dame. C'est moi ou c'est le portrait? C'est quoi Une plaie. cette zone rouge? Une plaie? Une blessure? On retrouve encore cette notion de violence, de combat, de blessure, de coups portés. La vie n'est pas douce, hein. Il faut le savoir. Il y a toutes les blessures que nous portons qui sont invisibles, mais dont nous avons des cicatrices, qui font toujours aussi mal d'ailleurs. Nous sommes comme des éléphants dans une grande forêt avec plein de chasseurs. Ce sont les flèches. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu une flèche de leur vie. Des revolvers que dans les films au cinéma, les films américains, pam, 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 pam. Et puis c'est bien parce qu'après ils se relèvent. Et puis ils vont déjeuner. Et on recommence. Je pense que le monde est carnivore. Autrement, il ne pourrait pas vivre pour l'instant, parce que nous sommes encore que des... Nous sommes beaucoup trop prisonniers de la matière, de la possession, de posséder les autres, les vouloir à soi. Il suffit d'écouter les gens parler. Mon mari, ma femme, mon bébé, mon petit chien. Mon tableau? Non, c'est pas à moi le tableau. Le tableau, je le fais, mais il est fait pour partir ou pour être détruit, mais surtout pas dans la possession. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Je ne suis pas dans cette dimension-là. C'est pour ça que je dis je ne suis qu'un instrument. Je suis l'instrument d'un grand concert, comme ça, je suis un instrument qui joue son petit air à l'intérieur d'un grand orchestre. Je l'ai découvert tard, cette nature, mais elle m'a toujours, le jour où je l'ai découvert, je me suis trouvée tout à fait en harmonie avec. Et maintenant, je me rends compte que je ne peux pas vivre hors d'avoir des plantes autour de moi, sur mon balcon et tout. La nature, d'abord, est une chose très très importante parce qu'elle vit avec nous. Le jour où il n'y aura plus de nature, où il n'y aura plus d'animaux sauvages, il n'y aura plus d'hommes non plus.
Parce qu'il y a une harmonie, la nature c'est aussi nous-mêmes. Moi je suis bouddhiste, mais ce n'est pas, comment dirais-je, ça n'a rien à voir avec ce que les gens s'imaginent. C'est surtout une position, c'est une éthique surtout, un rapport avec le monde qui est assez différent, dans le sens qu'il n'y a pas de péché. Le péché, c'est... on ne nous interdit pas de... On est responsable de nos actes dans le bouddhisme. Les actes que nous faisons, nous en sommes responsables. Nous ne serons pas punis, on n'ira pas en enfer, on est bien punis par nous-mêmes. Il y a un karma qui... Comment ça se passe, cette question du karma, justement? Je voulais vous poser la question. Oh, il n'y a pas que dans le bouddhisme que le karma existe. Oui, bien sûr, mais comment ça se passerait alors? Donc on ne sait pas grand-chose. Il n'y a que les actes mauvais que nous avons faits, nous sont restitués, c'est-à-dire nos difficultés sont dues à nos karmas antérieurs. Et ce que nous appelons la chance sont dues aussi à la qualité de nos karmas, de nos vies antérieures. Tout simplement, c'est un problème d'équilibre. Et tout bêtement, on dit quand jeter une pierre en l'air, elle vous retombe sur le nez. C'est aussi simple. Mais on peut dépasser ce karma par une certaine, comment dirais-je, quand on est conscient de ce que nous faisons, quand nous devenons conscients. Ça veut dire que même si on a une vie marquée par les difficultés qui sont dues à des existences antérieures... Si dans notre vie on a des pensées positives, qu'on n'a pas de mauvaises pensées, qu'on n'est pas méchant, qu'on n'est pas cruel, qu'on ne fait pas de mal, on fait évoluer sa vie obligatoirement, sa pensée, ne serait-ce que sa pensée. Parce qu'on ne peut plus penser le monde de la même façon. Et est-ce que grâce à cette mémoire qui se transmettrait d'une vie à l'autre, on s'améliore d'une vie à l'autre? Il y a des gens, c'est le contraire. Je n'ai pas obligé qu'on s'améliore. Ce qui serait bien, c'est de s'améliorer pour justement que la qualité de l'homme s'améliore. Que l'homme devienne un homme. Pour l'instant, il est en route pour le devenir. Mais il n'a pas encore atteint. Tant qu'il aura cet instinct de cruauté qu'il a en lui avec la destruction de l'autre et la non-observance du respect de la vie, c'est pas un homme, c'est encore une bête. Vous parlez très souvent de la violence de l'homme, de la cruauté même de l'homme. Vous dites qu'il y a ceux qui sont mangés et puis ceux qui mangent. Et vous dépeignez la vie humaine comme une sorte de vaste rapport de force. Mais c'est un rapport comme ça de qu'il force. faut dire. Et comment est-ce que vous conciliez cette vision, disons, presque biologisante de la vie avec la spiritualité? Mais c'est tout à fait simple, justement. S'il y a un côté, justement, qui cherche à échapper aux choses de la matière brutale, c'est justement parce que j'ai la conscience de cette brutalité, j'ai la conscience de la cruauté, de l'absurdité, entre parenthèses, parce que la vie est complètement absurde telle que nous la vivons. Elle peut être formidable, elle est souvent formidable, mais elle est en même temps complètement absurde et déraisonnable. Non pas déraisonnable dans le sens de la raison raisonnante, mais déraisonnable quand on voit ce qui se passe dans le monde. Vous disiez que vos tableaux veulent faire penser, veulent faire réfléchir quand même. Oui, quelquefois. Par exemple, quand je mets un jeune homme avec de l'argent, c'est quand même pas pour rien. Souvent de mes tableaux, ils sont à plusieurs lectures. Même quand je représente comme là-bas l'homme avec son double, le double astral de l'homme, c'est quand même un animal. Ça en dit long. C'est pas par hasard que j'ai mis derrière son ombre en forme d'animal. C'est un symbole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain, c'est l'être. Et le devenir de l'être, ou ce qu'il est, ou essayer de voir ce qu'il y a de caché derrière sa face. Puis pouvoir déchirer aussi la face de temps en temps pour essayer de voir s'il y a quelque chose de plus. Ce qui occulte l'être, ce sont les apparences, toujours trompeuses. Ce thème traverse toute l'œuvre d'Aline Gagnière, que ce soit les apparences qu'on fabrique
ou celles qu'on subit, d'ailleurs souvent les mêmes, elle les démonte comme autant de mécaniques prétentieuses ou pitoyables, et c'est ainsi, en creux, qu'elle nous désigne l'être. Même invisible sous ses masques, l'obstination d'Aline Gagnaire à les lui arracher témoigne de sa foi en une vérité transcendante. Vous dites que, à travers vos tableaux, vous voulez faire atteindre à l'invisible. Pas toujours, pas dans tout. Pas dans tout. Enfin, je pense quand par je exemple à faisais vos tableaux blancs. Les tableaux blancs, oui, parce que ça sont des tableaux de méditation. Puis c'est aussi des tableaux qui peuvent être lus par tout le monde, puisqu'on peut les lire en les touchant. Mais ça émerge aussi du silence, c'est aussi des choses de silence, parce que j'adore le silence. Ce sont des choses de silence, mais c'est aussi c'est une bouche qui s'exprime, c'est le verbe. C'est aussi la création. La verticalité, c'est la montée de la matière vers autre chose que la matière elle-même, c'est aller dans l'infini. C'est le passage du fini, qui est la partie horizontale, constructive de la matière, et pour aller vers l'infini, qui est la ligne verticale, qui monte comme la verticalité de l'homme. C'est le côté masculin du tableau, et la base du tableau, qui étant la bouche, est le côté féminin du tableau. C'est le sexe féminin et le sexe masculin, et en même temps, c'est la rencontre des deux, qui fait la rencontre du yin et du yang, et la perfection du rapport, qui devient abstrait d'ailleurs, à partir de là. Pour en finir, ce ne sont que des apparences. Le monde, ce sont des apparences. Mais derrière tout ça, tout est construit de la même façon. Le foie est partout au même endroit, le cœur à peu près au même endroit, les reins aux mêmes endroits. Ça c'est l'égalité. Mais nous sommes tous construits de la même façon, avec des apparences différentes. Donc derrière cette diversité tout des apparences, oui. Tout est pareil. Il y a l'unité, oui, tout est pareil. Divine, tout peut-être. Et puis tout est pareil, tout est construit sur les mêmes schémas. Hein. L'ADN est le même pour tout le monde. Refusant de faire comme tant d'autres et de s'installer dans une seule et unique manière de peindre, qui lui eût pourtant conféré une image reconnaissable, donc vendable, Aline Gagnaire a préféré explorer, inventer, perpétuellement. Cette œuvre, si foisonnante, n'est-elle pas à l'image de la multiplicité du monde, et cette diversité même n'exprime-t-elle pas encore plus fortement l'unité d'une conscience créatrice, celle-là même que les penseurs de l'Inde, si chère au cœur d'Aline, retrouvent partout dans l'univers et qu'ils nomment le soi, l'Atman, principe fondamental
qui se situe au-delà de tout changement et de toute incarnation. Cette résidence des artistes de Montmartre où vous vivez ressemble tellement à un paquebot avec ses coursives que j'ai très envie d'intituler ce film que nous faisons ensemble La passagère de l'atelier 37. C'est un très joli titre. Est-ce que ça vous, est-ce que vous vous considérez comme une passagère? Je ne suis qu'une passagère d'ailleurs.